Vous allez écouter dans un instant l'écrivaine Caroline Lamarche, autrice de romans, nouvelles, poèmes, textes pour la radio, la scène et l'art, couronnée du Goncourt de la nouvelle pour Nous sommes à la lisière chez Gallimard et du prix Rossel pour Le chant du chien chez Minuit. Elle était invitée mercredi 22 avril 2026 à la librairie Ombre Blanche autour de la parution en 2025 au Seuil Édition de son livre Le Bel Obscur, l'histoire de l'émancipation d'une femme, d'un grand amour et de ses possibles défaites, et qui fouille les archives personnelles de la romancière d'un de ses aïeux bannis de l'arbre généalogique. Le dialogue était mené par Raphaël Gibergoux. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus ce soir à Ombre Blanche pour écouter Caroline Lamarche. Caroline Lamarche, bonsoir. Bonsoir, merci de votre accueil et de votre présence. On est très très content de vous recevoir ici pour votre dernier livre paru en août aux éditions du Seuil, Le Bel Obscur, qui est un roman vraiment magnifique à plein d'aspects. Alors ça va être l'occasion de largement l'évoquer, mais aussi j'aimerais revenir sur d'autres de vos textes qui permettent aussi d'éclairer celui-là de manière assez singulière, je trouve. Avant de commencer l'entretien, vous rappelez déjà qu'à la fin, ce sera aussi l'occasion pour vous de poser des questions si vous en avez, et peut-être et envisager une petite séance de signature si vous acceptez. On va avant toute chose écouter Caroline Lamarche, qui aime beaucoup lire a priori, et nous on aimerait vraiment l'entendre sur l'incipit de ce roman. Ce sera l'occasion pour nous et pour vous d'entrer dans la langue, d'entrer dans le récit. Merci Raphaël. Oui, j'aime bien lire. Je dirais simplement que cet incipit a été là quand j'ai commencé à écrire le livre, et il est toujours resté à cette place-là. Et ce n'est qu'après avoir terminé le livre que je me suis rendu compte de sa portée de métaphore, que quelque part il annonçait toute la suite. J'arracherai le buddleia, sa beauté trompeuse a régné trop longtemps. Malgré son parfum et l'éclat de ses fleurs, ses feuilles renferment une molécule toxique pour les chenilles. Il prend la place d'autres espèces, bref, c'est une plante invasive. Il est vrai que ce qui fut autrefois notre jardin, à Vincent et moi, est à ce point délaissé que la vigueur du buddleia constitue une prouesse. Longtemps, je me suis réjoui de sa résistance, là où les autres plantes sont envahies de liserons ou servent de banquet aux limaces. Ces fleurs en cierge, de ce violet splendide dont on décorait autrefois les églises en carême, me saluent du printemps à l'automne. Son surnom d'arbre à papillons a colonisé mon imaginaire. Dans mon enfance, les papillons étaient innombrables. Je virevoltais tout l'été en robe fleurie, mon filet à la main, les attrapant, les relâchant, les pans de jour, les pierrides, les vulcains, les citrons, l'argus bleu nacré, le macaon. Parfois les endormant à jamais dans un bocal où j'avais déposé un coton imbibé d'éther. Il ne me semblait pas que je leur faisais du mal. Cette créature vit si peu de jours. Moi-même, j'aimerais mourir de la sorte, capturé par Dieu ou ses anges, et posé sur un nuage merveilleusement odorant. Je n'étais pas collectionneuse. J'en usais des papillons comme je le ferai plus tard de mes amoureux. Passionnément élus, objet de poursuite et de jeu, adoré le temps d'une saison, puis momifié dans la cage de verre de ma mémoire. Au fil des ans, tout cela a presque entièrement disparu. Aussi, l'idée que le jardin pourrait devenir un havre de biodiversité par la grâce d'un seul arbuste m'a-t-elle un temps consolée. Ses branches molles et ligneuses m'irritent, mais ses fleurs violines que fréquente une petite société virevoltante rachètent ce manque de tenue. Ce que j'ignorais et dont je m'aperçois en ce jour où il devient clair que tout cela est un leurre, un piège, une arnaque, c'est que les racines du buddleia sont aussi tenaces que sournoises. J'emprunte à ma sœur une scie, une hache, une bêche, je fais tomber une branche après l'autre, réduis l'arbuste à un moignon infâme, tente d'attaquer le tronc. Je m'attendais à une moindre résistance. La hache ne sert à rien, la bêche bute contre des duretés invisibles. Je tourne autour, sciant, hachant, tranchant, furieux et faible. Il me faudrait une force d'homme, Vincent, Nicolai, ou les deux à la fois.
J'aspire au conseil du premier, que j'ai si longtemps appelé mon cher mari, mon amour, et à la vigueur du second, 28 ans de moins. À nous trois, nous pourrions venir à bout de cet ersatz d'arbre. Pourquoi suis-je toujours en colère, toute seule ? Merci beaucoup. Merci. Alors, qu'est-ce qu'elles représentent, ces racines, pour vous ? Les racines, et le Buddleia, par la même occasion. Mais je vais pas spoiler la suite, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de métaphore. On parle beaucoup de déconstruction aujourd'hui, de déconstruction de l'hétéropatriarcat, des racines, des choses qu'on apprend aux femmes dès qu'il s'agit d'amour durable, c'est-à-dire l'idéalisation, le déni. Le titre de travail de ce roman, c'était le rêve de l'amour durable. Je pense que tous et toutes, on a envie de ça, d'une histoire qui dure, quelles qu'en soient les épreuves et quels qu'en soient les hauts et les bas. Et donc, le Buddleia arrachait des racines très récalcitrantes, très profondément enfouies. C'est un peu la métaphore de ce que la narratrice va déconstruire au cours du récit, dans sa propre vie. Et aussi cet arbuste, il est très joli, mais c'est un leurre, c'est un piège, c'est une arnaque, c'est-à-dire qu'il attire les papillons, qu'il les empêche d'aller ailleurs. Or, les chenilles de papillons ne pondent pas sur le Buddleia. Donc ça empêche les papillons d'aller pondre ailleurs, en quelque sorte. Et ça dit aussi quelque chose d'un vécu qui est peut-être joli, lumineux, idéalisé, mais qui au fond est un piège. Et la narratrice va devoir chercher à comprendre pourquoi il faut arracher les racines du Buddleia et peut-être de sa vie. Voilà. Et alors, je reprends vos mots, vous déconstruisez d'une part, mais d'autre part, vous reconstruisez. Et c'est l'occasion pour moi et pour nous peut-être d'introduire le personnage d'Edmond. Donc là, on a évoqué Vincent, vous avez évoqué Vincent, mais il y a un autre personnage, un autre homme omniprésent dans ce roman, c'est Edmond. Et d'ailleurs, donc ça démarre avec le Buddleia, mais ça enchaîne tout de suite avec Edmond, et avec un livre que vous vous êtes procuré, que vous avez lu, qui s'appelle Les alchimistes grecs. Parlez-nous peut-être d'Edmond, peut-être le présenter, et puis peut-être nous expliquer ce qui unit ce livre et ce personnage. Alors, le livre commence... En fait, je tournais autour de ce sujet. Donc, ceux qui ont lu le livre, ou même ceux qui ne l'ont pas lu, parce que c'est dans la 4e de couverture, auront compris qu'il s'agit d'un couple très particulier. C'est une femme qui apprend, après 7 ans de mariage et 2 enfants, que son mari est homosexuel. C'est un angle mort de la littérature et des essais. On n'a jamais écrit là-dessus, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'effet domino de l'homophobie, ou les conséquences, ou les effets collatéraux, c'est-à-dire qui touchent les conjoints, les conjointes, les familles. Et donc voilà, l'angle mort, certes, mais alors la question c'était... peut-être parler de présenter Edmond. Edmond. Alors donc j'ai tourné longtemps autour de ce sujet et voilà, avant ce livre-là, j'ai écrit un livre de 300 pages qui s'appelait L'Asturienne, qui est un essai documentaire au départ d'archives industrielles et familiales, qui m'a pris presque 8 ans. Et je me suis passionné pour les archives. Et il se trouve, comme je le raconte, qu'il subsistait une chemise avec des archives très lacunaires qui concernaient un certain Edmond, 2 photos, 2 lettres à ce point différentes qu'on se demandait, 2 photos et 2 lettres à ce point différentes qu'on se demandait, mon père s'était demandé s'il n'y avait pas 2 Edmonds, et un diplôme d'honneur de la ville de Liège, parce que ce jeune homme sportif et héroïque avait sauvé 2 jeunes gens qui se noyaient dans la Meuse en plein hiver. Et je me suis demandé pourquoi mon père, qu'il avait réintégré dans la généalogie familiale, pourquoi il avait été sorti de la généalogie familiale, pourquoi on disait de lui non, on n'en parle pas, il a fait beaucoup de chagrin à sa mère. Et quand j'ai découvert le 2e portrait photographique qui est sur le bandeau, j'étais fascinée, je suis tombée en fascination. Et je me suis rendu compte que j'avais l'âge, en commençant à écrire ce livre, de la mère d'Edmond, quand Edmond est mort seul dans une chambre d'hôtel
en 1835, loin de chez lui, et non pas entouré d'industriels comme lui, il était ingénieur des mines, mais d'un jeune forain. Et je me suis dit, il faut que je sache pourquoi on l'a exclu de la famille. Quelque part, ça se rapproche de mon sujet. Et donc, il a été ma porte d'entrée. Et donc, par rapport aux alchimistes grecs, pardon. Oui, si j'ai une si belle voix, c'est parce que je suis grippée. Une voix grave, je veux dire. Je ne suis pas belle, mais grave. Donc, les alchimistes grecs, c'est vrai, on ne me pose jamais cette question. J'aime beaucoup ce passage, en fait. Mais pour moi, l'écriture, c'est une alchimie. Mais il faut savoir que les premiers métallurgistes, c'était dans l'Antiquité, c'était des alchimistes, en fait. Et c'est quoi l'écriture? C'est mettre dans un creuset des matières très hétérogènes et essayer de sortir de l'or pur, qui est le livre final. Et les alchimistes aussi mettaient des choses incroyables. Ils mettaient même des animaux, des poils, des métaux impurs, et puis ils essayaient de faire de l'or avec ça. Et donc ce livre sur les alchimistes grecs, je l'ai trouvé au moment où je commençais à écrire sur le sujet, et il m'a fasciné. Je suis rentrée un peu dans le sujet de la métallurgie et de l'Edmond ingénieur par ce biais-là aussi. Pardon, excusez-moi. J'ai même des pastilles. Mais si je commence à sucer une pastille, je ne vais plus parler. Comme vous, vraiment, c'est vous qui choisissez. Peut-être on peut revenir un petit peu sur cette photo parce que, alors, il y a une enquête longue et puis difficile parce que vous partez de pas grand-chose finalement avec Edmond. Et aussi, ce qui prend beaucoup de temps dans cette enquête, c'est de tenter de comprendre cette photo parce qu'elle est très mystérieuse, elle est très étrange cette photo. Elle est très étrange cette photo. J'ai dû élucider tous les éléments. C'est quoi ce qu'il a sur la poitrine? Pourquoi sur l'autre photo que je ne montre pas, il a un shako d'étudiant qui ressemble un peu au shako qu'on mettait à l'armée, mais avec non pas une plume, mais un insigne de son université à Freiberg, qui était la plus grande école des mines européenne à l'époque. Et ici, il la met de travers. Et pourquoi ce petit voile presque féminin à l'arrière? Et pourquoi cette boîte? Bon, je ne vais pas vous le dire. Et qu'est-ce qu'il a en main? Ça vient à la fin de l'enquête. Et donc, je dirais que pour ce livre, j'ai été à la fois une documentariste passionnée, mais aussi un peu médium. Parce que je me suis aperçue qu'à force de travailler beaucoup, il y avait plein de signes qui venaient à moi et qui me permettaient de comprendre que signifiait ce travestissement, comme disait la personne, le cousin, seul survivant de cette branche-là, qui m'a remis ce portrait photographique magnifique qui date de 1856, les débuts de la photo. Donc oui, c'était une enquête sur l'image aussi. Oui, bien sûr. Oui. Et alors, vous venez de l'évoquer, donc on a parlé de ce fameux livre sur les alchimistes. La narratrice va avoir une médium aussi à un moment donné, il est question d'astrologie. Dans quelle mesure est-ce que, l'ésotérisme, d'une certaine manière, peut apporter à la narratrice peut-être des réponses que la raison ne lui permet pas de voir, en tout cas. Disons que là, je me suis amusée. Il y a une enquête documentaire solide sur, je dirais, un siècle et demi d'homophobie, depuis le 19e, où ce jeune homme, on reviendra peut-être sur le titre du Bel Obscur après, oui. Ce jeune homme qui ne se mariait pas, qui n'a pas dû comprendre très bien ce qui lui arrivait, qui était dans la confusion, dans la solitude probablement, dans une mort prématurée aussi. Donc à la fois j'ai fait un gros travail sur toute l'histoire, et c'est pas par hasard que je parle d'ailleurs de la femme d'Oscar Wilde, Constance Lloyd, puisqu'elle a été totalement invisibilisée elle aussi, et qu'elle en est presque morte en fait. En tout cas, elle a perdu sa fortune, sa santé, elle a dû s'exiler à cause de ce qui arrivait à Oscar Wilde. Et donc, par ailleurs, j'ai mené une enquête vagabonde parce que je me suis dit, j'ai peu d'éléments
Donc pourquoi pas aller voir une astrologue de haut vol. Parfois on me demande son nom, hein. Je peux vous donner ses coordonnées, mais elle est à Bruxelles. Avec la date de naissance qu'on connaît, la date de mort qu'on connaît à l'heure près. Et là, il y a eu aussi des surprises que j'ai intégrées dans le livre. Graphologue, oui, parce que quand on a seulement 2 lettres de quelqu'un qui a été invisibilisé par la famille, une bien calligraphiée, bien aimable à son père, bien affectueuse, et l'autre qui est ce que j'appelle le brouillon testamentaire, qui est raturé violemment, qui met en scène une scène très, très étrange où il demande pardon à sa mère, où il y a des anges dans le ciel, comme s'il parlait déjà d'outre-tombe. J'ai mis très longtemps à me dire non, c'est pas une rédaction ou une fiction, sinon la famille n'aurait pas gardé ça pendant 160 ans. Il doit y avoir quelque chose, un secret là derrière. Donc voilà, vous voyez, je vagabonde. Une graphologue. Une graphologue parce qu'il fallait comparer les 2 écritures. Et même avec tout le professionnalisme de la graphologue, c'était pas net. Le mystère restait un peu entier. Elle a été intègre. Elle n'a pas vraiment tranché. Et les spirites. Alors, vous connaissez tous sans doute Vinciane Després et son plus beau livre, selon moi, qui est Au bonheur des morts. Et c'est à la suite de ce livre qu'elle m'avait dit, on se connaît bien, qu'elle avait été voir une spirite suite à la mort de sa mère. Et Vinciane Després, c'est quelqu'un qui a perdu 2 sœurs prématurément. Et ça m'avait fasciné. Et donc, je me suis dit, je vais essayer, je vais aller avec une photo et je vais aller trouver des spirites. Ça, c'est assez exotique et un peu... ouais, ça n'a pas vraiment marché. Ce titre, Le Bel Obscur, et peut-être la citation en exergue. Francis Ponge. Voilà, de Francis Ponge. Donc, je n'avais pas de titre. J'avais Le rêve de l'amour durable, ce qui n'est pas un très bon titre. Enfin, je trouve. Et puis tout à coup, en cherchant autre chose, moi je suis quelqu'un de vagabond. Je fais vraiment confiance au vagabondage. Au hasard aussi. À l'attention flottante. Vous savez, si vous allez chez les psys, ils ont aussi une attention flottante. Et tout à coup, ils vous sortent quelque chose là qu'ils ont pêché dans ce que vous avez dit. Et donc, je vagabondais sur Internet pour autre chose. Et tout à coup, je vois passer cette phrase extraordinaire. Le corps du bel obscur hors du drap des paroles, Francis Ponge. Et ça, je me dis, c'est de la poésie pure. C'est-à-dire que la poésie, c'est à la fois limpide et mystérieux. On comprend tout et on ne comprend pas. Ouais, exactement. Et ça m'a fasciné. Et je me suis dit, mon livre, c'est quand même une histoire de corps. Le corps du bel obscur, c'est le corps homosexuel. Le bel obscur, il y en a plusieurs dans ce livre. Il y a évidemment Edmond, dont on ne sait pas grand-chose. Mais il y a aussi le mari Vincent, qui est très laconique, qui, pour lui, tout est réglé. Il va joyeusement vers sa nouvelle vie, accueilli par la communauté LGBT, et il dit à sa femme, je m'appartiens, tu t'appartiens, fais ta vie, sois heureuse. Et ça s'arrête là. Donc ça reste quelqu'un d'assez mystérieux, dont elle interroge aussi, elle n'a pas de réponse de sa part. Elle doit déconstruire elle-même, se reconstruire elle-même, opérer sa propre émancipation. Il n'y a personne qui va l'aider. C'est souvent peut-être le cas des femmes, mais en tout cas, c'est ça que je raconte. Et donc, le corps du bel obscur, hors du drap des paroles, c'est très beau. Moi, je pense que notre mission d'écrivain, c'est de ramener dans le drap des paroles les invisibles, ceux qu'on a gommés, oubliés aujourd'hui ou par le passé. Et enfin, je suis persuadée que les morts nous aident, qu'Edmond m'a aidé à rentrer dans cette histoire et que moi, je l'ai, quelque part, et c'était aussi le vœu de mon père, je l'ai ramené à l'existence. Donc cette circulation entre les morts et les vivants me fascine de plus en plus. C'est bon. Donc on parle de corps, le corps du bel obscur. Vous évoquez aussi l'idée des corps étrangers, notamment celui de la narratrice, le corps étranger au sein d'une communauté, la communauté LGBTQIA+. Déjà, c'est toute l'histoire de l'homophobie. Ce sont des corps qu'on a voulu faire taire, qu'on a voulu invisibiliser. Et ce qu'on invisibilise aussi, c'est le féminin, de manière générale.
dans le mariage, traditionnellement, hein, il y a quand même la mère de la narratrice qui lui dit des choses assez dures, le patriarcat transite par les femmes, parfois par les mères. Et donc il y a une disparition du corps. Et il y a la disparition du corps de la narratrice, puisqu'à partir du moment où son mari, alors que ça se passait très bien entre eux, va vers son homosexualité, il n'y a plus de corps possible pour elle. Et elle se rend compte tout à coup que ce qu'elle lui disait avant, mais regarde-moi, sans comprendre ce qu'elle lui disait, c'est qu'en fait, même si ça se passait bien au lit, très bien même, il ne la regardait pas comme une femme. Hein. Il lui faisait plaisir, il se faisait sans doute plaisir aussi, mais il y avait quelque chose qui n'était pas là et qu'elle ne comprenait pas. Elle était dans la confusion, comme a dû l'être Edmond au 19e, alors que le mot homosexuel n'avait même pas été forgé au moment où il est mort. Et dans une famille en plus qui était très très loin de s'imaginer ce genre de choses. Et donc, il y a un corps déserté, et il y a donc une solitude, et il y a une invisibilisation. Donc elle n'est pas regardée, mais elle n'a plus de corps non plus. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc c'est toute la question. Et puis elle est aussi, puisque lui, son mari, il s'appuie sur elle, et puis il lui propose de l'emmener dans des clubs gays, et puis comme elle est très curieuse, elle dit « moi aussi je veux faire partie de l'aventure ». Mais elle se rend compte, quand elle va 1 ou 2 fois, enfin 2 fois dans le livre, dans les milieux LGBT, qu'elle est un corps étranger, qu'elle n'est pas bienvenue. Parce qu'il y a quand même un cloisonnement des luttes qui est salutaire, qui a été nécessaire. Mais enfin, un hétéro ne doit pas débarquer dans ces réunions-là. Et donc, elle quitte très vite, mais ce qui est beau dans leur couple, ah ben oui, vous vouliez me faire lire ce passage justement, c'est que eux, dans leur maison, ils font des grandes fêtes, et c'est assez rare qu'ils mélangent la communauté homosexuelle et les amis hétéros, et les enfants du couple, et les voisines, et tout ce monde-là trouve ça formidable. Et donc ça, c'est ce qui fait dire à leurs amis que c'est un couple étonnant. Et elle se satisfait de ça longtemps parce qu'elle a envie d'idéaliser son couple. Elle n'arrive pas à faire son deuil, en fait. Donc, c'est aussi le rêve de la maison qui vole, etc. Et donc voilà, elle met très, très, très longtemps, et c'est le cas de beaucoup de femmes, à sortir du déni et de l'idéalisation d'un lien. Et puis, la narratrice aussi s'est rendue compte qu'il n'y avait rien sur les femmes d'homosexuels. Et vous parlez vous évoquez l'idée qu'elles sont victimes de victimes. Qu'est-ce que c'est ça de se rendre compte qu'à un moment donné, la situation qu'on vit, chose qui a été très salutaire pour les homosexuels, de se rencontrer, de comprendre que d'autres personnes vivaient la même chose qu'on était en train de vivre. Qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que c'est de se rendre compte que ce qu'on vit, ça n'existe pas, ça n'existe nulle part, ni dans la littérature. On ne peut pas en parler. On ne peut pas en parler. Parce qu'il n'y a personne pour entendre ça. Surtout quand ce mari est merveilleux, que c'est l'élément du couple qui est le plus rayonnant, le plus sociable. Il conquiert tout le monde, il séduit tout le monde l'aime, cet homme-là. Et il est vraiment très très chouette. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est peut-être plus facile de dire les choses quand on est brutalisé dans un couple. Mais quand on a une belle image comme ça aux yeux de tout le monde, c'est très compliqué. Et donc, elle est seule. Après, ce qu'il y a de beau dans la réception de ce livre, c'est que moi, j'ai des femmes qui viennent me raconter qu'elles vivent la même chose ou qu'elles ont vécu la même chose. Mais aussi, j'ai des hommes de la communauté LGBT qui me disent « mais on s'en doutait pas du tout ». Et pas plus tard que samedi, je pense, vendredi, je ne serai pas là, eh bien, et le Centre Arc-en-Ciel à Liège, ils vont faire un club de lecture sur mon livre pour en parler. Et c'est le fait d'une personne qui a acheté mon livre et qui est venue me parler en me disant « je ne m'en doutais pas du tout ». Et puis, il y a eu aussi une femme lesbienne, une très, très belle personne qui est venue me trouver, qui m'a dit « mais ça réveille plein de choses en moi ». Et je ne me doutais pas. Or, c'est une femme.
Donc c'est un angle mort total. Et donc c'est cet angle mort-là que je lève, et c'est aussi peut-être un plaidoyer pour le décloisonnement des luttes, parce que je trouve qu'aujourd'hui, avec la montée des extrêmes, la violence du monde et surtout la polarisation, je trouve qu'il faut être ensemble. Et puis il y a toujours aussi ce fameux mot queer que moi j'ai beaucoup envié au queer, justement. Il est tellement beau ce mot, et j'estime qu'il y a des femmes qui ont vécu des choses tellement extraordinaires, accidentées, excentriques, originales et risquées, à commencer par leurs amours, qu'elles méritent aussi, même hétérosexuelles, le qualificatif de queer. Donc je joue un peu, je le dis avec ironie, mais il y a quelque chose aussi de ça, que s'il vous plaît, décloisonnons, quoi. Il y a des gens bien partout et il y a des gens horribles partout, mais voilà. Et donc la narratrice est hétérosexuelle. Est-ce que ça a été un défi d'écrire en tant que témoin, en tant qu'allié sur une communauté dont finalement la narratrice ne fait pas partie, dont vous ne faites pas partie? Moi je pense, j'ai l'impression en lisant ce texte 2 fois, que il peut devenir, je pense, pour la communauté LGBT, une sorte de marqueur, un point de repère. Et donc la question que je me suis posée, c'est comment est-ce qu'une narratrice hétérosexuelle se place vis-à-vis de ça? Parce qu'elle est témoin. Est-ce que ça a été un défi dans l'écriture de ce roman? Ça a été une peur, vraiment. Je me suis demandé comment il serait accueilli. Et alors symptomatiquement, moi je suis belge francophone, vous savez, on a quand même des cultures différentes en Belgique et en France, même si on est très proches. Moi j'ai fait tout mon lycée en France, et des professeurs de français magnifiques. Mais la Belgique a démarré très vite avec le Queer Magazine à Bruxelles, qui a fait un article formidable, un grand article, c'est en anglais. Comme à Bruxelles, c'est une ville internationale, qui visiblement connaissait mon travail. Et c'est un magnifique article. Et aussi, j'ai été soutenue énormément par le monsieur gay des médias belges francophones, c'est-à-dire de la RTBF, radio, télé, mais aussi de la Belgique, de Télémoustique, donc des médias qui sont très très lus, des journaux qui sont très lus. Et là, lui, il a porté le livre formidablement. En France, Tétu, qu'il avait reçu, n'a pas fait d'article, tout en faisant un dossier sur nos ancêtres, les homosexuels cachés. Mais mon livre n'était pas cité. Et je me dis, c'est dommage, parce que je pense qu'un article dans Tétu, ça aurait ouvert des portes. Donc je sais bien que l'homme qui est venu me trouver pour faire cette soirée, et qui aura lieu dans 2 jours, m'a dit, en fait, je vous ai découvert grâce au Queer Magazine. Voilà, c'est tout simple. Donc il y a des portes qui s'ouvrent. Et donc, chez nous, par exemple, le mariage pour tous, ça n'a pas fait de débat du tout. Il n'y a eu personne dans la rue. C'est passé comme ça. L'euthanasie, on l'a depuis 2002. Et elle est très cadrée, très encadrée. C'est remarquable. Eh bien, 2002. Et là aussi, voilà, ça s'est passé bien. Donc il y a un peu une différence entre l'accueil de la communauté LGBT en Belgique, et en France, j'ai pas d'écho jusqu'à présent. Mais voilà, c'est pas grave, parce que j'ai plein d'échos individuels extrêmement émouvants. Alors on va vous écouter de nouveau pour aborder la question de cette idée de la maison volante. Un très bel extrait, rapide, assez court, que je vous retrouve tout de suite, chapitre 45. Peut-être un mot de la maison qui vole ? Oui, bien sûr. Alors là, il y a des rêves dans ce livre. Pourquoi pas, hein ? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des rêves dans un livre ? Je ne l'ai jamais fait, mais voilà. Il y a quelques rêves. Je revendique que ce livre est un roman, c'est de la fiction. La fiction, c'est réagencer, c'est tisser, c'est faire un travail formel considérable. Mais les rêves sont vrais. Je ne transforme jamais les rêves. Et donc, le mari Vincent fait un rêve, et il rêve d'une maison qui vole sans toucher d'obstacles, sans faire de mal à personne, sans se cogner contre les maisons, sans faire de blessés. C'est merveilleux, cette maison qui vole. Et c'est un peu l'image de leur couple, du vertige de leur couple. Ils sont tout le temps sur un fil et dans le vertige. Et néanmoins, ça reste non pas un couple, mais ça reste une famille. Réinvente une manière de faire famille. Mais à un moment donné, elle va se rendre compte qu'un couple,
ce qui a disparu de sa vie, ce n'est pas une maison qui vole. Un couple, c'est une maison qui se pose avec des arbres, des enfants, des chiens, des voisins. Et donc, à un moment donné, la maison qui vole va se casser la figure. Mais en attendant, il y a toujours cette prise de risque. Et il y a ces fêtes dont je vous parlais aussi. Vincent et moi avions aussi nos fêtes. Aux yeux de nos amis respectifs, nous étions un couple libre, aux échanges équitables. Nos arrangements conjugaux, ou considérés comme tels, paraissaient sinon enviables, du moins intelligents, dignes d'une admiration qui nous confortait, et que nous entretenions par l'organisation d'événements communs dans notre demeure commune. Ces fêtes ressemblaient à l'apprentissage d'une langue où l'austérité de la grammaire précède l'usage virtuose du lexique. 2 jours durant, je ployais sous la férule de Vincent, qui voulait la maison impeccable, de la cave au grenier, meubles dépoussiérés, sol astiqué, plats d'argent reluisants, allonges placées à la table, nappes brodées de nos mères, verres en cristal de nos ancêtres, fleurs en bouquet, réserves de vin et 2 frigos pleins à craquer. Faire à manger pour nos invités, fournirait des restes pour une semaine. C'était sa manière habituelle, perfectionniste, somptueuse. En comparaison, la soirée passait à la vitesse de l'éclair. L'excellence de nos apprêts autorisant le plus grand naturel dans le déroulement des réjouissances. Les amis de Vincent se mêlaient à mes amis, on pactisait, des liens se tissaient, des ennemis se réconciliaient, surpris de se retrouver là, alors qu'ils pensaient appartenir à des sphères différentes. Notre voisine âgée, installée comme une reine-mère, contemplait avec délectation cette société excentrique. Nos filles aux petits soins pour elle, puis vacants, aériennes pour remplir les verres à la ronde. On mangeait dans le divan, les fauteuils, sur des chaises qu'on déplaçait pour varier les rencontres, au jardin où se balançait sous la brise une guirlande d'ampoules multicolores. Le buffet des desserts finissait par ressembler à un champ de bataille. Tout le monde goûtait de tout. On se quittait après minuit, promettant de se revoir dans 6 mois, dans 1 an. Chaque nouvelle fête amenait d'autres convives, provoquait d'autres mélanges. Certains découvraient avec stupeur ce que je ne leur avais jamais dit, à savoir que notre couple présumé hétéro vivait marié mais libre, sans aveu ni mensonge, adepte des socialisations multiples et du mélange des genres, la fluidité à l'état pur. Merci. Merci. Aussi un mot important, fluidité. Oui, parlons-en, c'était ma question, parce que ça peut être la fluidité de plein de choses. La fluidité dans les relations, la fluidité dans les genres, dans les sexualités. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, cette idée de fluidité ? C'est d'abord la fluidité de ce couple qui décide de continuer à faire famille, en tout cas tout un temps. Après, ça va se corser. D'abord, on fait famille aussi pour les enfants, et puis ils sont grands, etc. Mais fluidité de leur organisation, je dis à un moment donné, ils ne se mentent pas, mais ils ont chacun leur jardin secret, hein, c'est pas la transparence, mais ils ne se mentent pas. Et mystérieusement, quand l'un a quelqu'un, l'autre n'a personne. Et puis, ça alterne. Et donc, il y a une espèce de... voilà, on n'est pas au même moment... dans des orages émotionnels intenses. Donc ça fait une sorte d'équilibre mystérieux. C'est comme si ce couple, et je le raconte aussi quand ils dansent, il y a une espèce d'égalité des forces en fait. Je dis qui menait l'autre ? Eh bien on ne sait pas très bien. Qui les mène chacun ? Bon, voilà. C'est plus un couple, mais il y a quand même quelque chose. Et la fluidité, mais bien sûr, quand... Je veux dire, moi j'étais une adolescente anorexique et très malheureuse. Le jour où ma mère m'a dit que j'étais compliquée, mais quand je serais mariée, je trouverais le bonheur, et que faire l'amour, c'est très ennuyeux, mais ça passait très vite, ben, j'ai arrêté de manger, je suis devenue anorexique pour ne pas devenir une femme en fait. Mais j'étais garçon manqué, j'adorais me battre avec mes cousins. Et jusqu'à l'âge des règles, en fait, les filles, elles sont... dans la fluidité des genres. Elles sont heureuses. Ma mère m'a raconté que quand elle était enfant, elle pensait qu'en grandissant, elle allait devenir un garçon et qu'elle priait pour ça. Ça dit quelque chose quand même de certaines femmes. Et donc, aujourd'hui, les jeunes, ils sont dans la fluidité des genres. Et je trouve ça très, très beau. Moi, j'ai vu, quand je vois dans un parc, un garçon bien viril, mais avec des cheveux bouclés jusque-là, un kilt, des mollets nus,
et puis sa compagne, qu'on dirait un jeune garçon, cheveux tout courts et qui se tiennent par la main. C'est formidable, quelle chance ils ont. Moi, je pense que si la fluidité des gens avait existé à mon adolescence, j'aurais pas été aussi malheureuse et aussi compliquée précisément. Ça ne veut pas dire pour autant changer de sexe, mais il y a quand même cette idée de fluidité aujourd'hui qui est quand même magnifique. Voilà. Puis moi, l'androgynie m'a toujours fasciné aussi. C'est-à-dire cette alliance du masculin et du féminin en un seul être. Mais c'est vraiment ça qui pose problème aussi, puisque quand même les gays ont été stigmatisés parce que quelque part c'est le féminin qui a tort. C'est ce que je dis à un moment donné. Et peut-être ce livre est un livre féministe aussi. C'est ça que je déconstruis aussi. C'est ce qu'on fait du féminin. Je dis pas des femmes, du féminin. C'est pas homme contre femme. Hein. Et il y a aussi un envers du décor de ces soirées, déjà la solitude de la narratrice qui persiste, qui ne se sent jamais vraiment chez elle. Et aussi, vous évoquez l'idée du piège, parce qu'on n'a pas abordé cette question, mais il y a tout un tas de personnages secondaires aussi, sont les amants de Vincent. Et vous parlez de voilà, vous évoquez cette idée du piège que représente ce couple hétérosexuel par rapport à ces jeunes homosexuels. Oui, c'est un couple qui fascine parce que non seulement le mari est homo, donc il attire les jeunes hommes, mais c'est une famille. C'est quand même une douleur, je pense, dans le milieu gay. Même si maintenant il y a le mariage pour tous et qu'on peut avoir des enfants, mais il y a quand même cette douleur de ne pas avoir une famille. Et donc ce couple fascine parce qu'à la fois ils sont libres tous les deux, le mari et la femme vont chacun voir de leur côté, mais de manière différente. Là aussi, il y a une inégalité qui fait que l'homme cherche... le mari va chercher son plaisir, la joie des rencontres et du sexe, et elle tombe amoureuse d'un homme à la piscine, mais tellement solidement amoureuse que c'est un désastre quand il disparaît, en fait. Donc là aussi, il n'y a pas la même chose. Et donc, c'est un couple piège, et c'est elle qui s'en rend compte, c'est pas lui. C'est elle qui se rend compte que ces jeunes hommes, souvent plus jeunes que son mari, risquent d'être désespérés à un moment donné, que peut-être l'un ou l'autre plus fragile va, là évidemment je pense à Edmond, va peut-être, on sait qu'il y a pas mal de suicides dans le milieu homosexuel, et elle est consciente de ça. À un moment donné, elle s'en rend compte quand son mari se met en couple, vraiment en couple, et pour le restant de ses jours avec un homme beaucoup plus jeune, ce Nikolai qui a 28 ans en moins, et qui en plus vient de Bulgarie. Donc il y a une double fragilité chez ce jeune homme. Et alors elle se rend compte qu'ils sont peut-être un couple piège, et que peut-être un jour il y aura un malheur, et qu'il faut cesser de s'accrocher à ce couple. Et c'est elle qui prend les devants, en fait. Qu'il y a deux malheureux, il y a elle et il y a le jeune homme. Et elle dit à ce moment-là, ça suffit quoi, il faut mettre les choses en ordre. Et alors, je voudrais revenir, parce que j'y pensais tout à l'heure, vous disiez que les femmes d'homosexuels ne parlaient pas. Mais à un moment donné, la narratrice va chercher à se confier il me semble que c'est le frère de Vincent et sa femme. Et je trouve que ça donne lieu d'ailleurs à une rupture très savoureuse dans le texte, où j'ai ri. Et il y a une autodérision de la part de la narratrice que j'ai trouvé très belle. Est-ce qu'on peut en parler peut-être de ce... On peut parler de l'autodérision avec joie, d'autant que je viens de la Belgique et que les Suisses m'ont dit c'est le roman de la rentrée qui parvient à parler des choses graves avec humour et malice. Ça m'a fait très plaisir. Je pense qu'en sont capables aussi. Il y a un auteur suisse que j'aime beaucoup, qui est Roland Buty, publié chez Zoé, avec ce livre magnifique, Le milieu de l'horizon, que j'ai lu en 2014. Et je me suis rendu compte, après avoir terminé mon livre, qu'il y avait un motif inverse du mien dans le livre. Que c'est le mari qui cède la place et que la femme, elle, amène son amante à la maison. Je ne m'en étais pas aperçu. Je m'en suis aperçu après. Je l'ai rencontré à Morges, en Suisse. Et j'adore tellement ce livre, Le milieu de l'horizon. Il m'a demandé une préface pour la nouvelle édition en poche qui vient de sortir. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que lui aussi, il est capable de... C'est un jeune homme qui parle, un adolescent qui raconte dans ce livre. C'est magnifique. Et il arrive, même sur les choses dramatiques, il arrive à avoir ce recul
par moments drôle, et cette autodérision aussi. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai hérité de mon père, mais peut-être aussi de ma famille belge, qui reste belge même à Paris, même toutes ces années que j'ai passées à Paris. Et il y a ce côté où on se moque un peu de nous, parce qu'on a un grand respect pour la langue française. On a les plus grands grammairiens en Belgique, mais on a aussi un irrespect, parce que quelque part, on n'a rien à perdre. On a toujours été les vassals de Paris, s'agissant de la littérature. Et donc, c'est un peu ça. On se moque un peu de nous-mêmes. Et j'ai plusieurs exemples dans des écrivains belges que j'aime beaucoup, qui me confortent dans ce sens. Ouais. Et alors, j'avais prévenu, j'aimerais qu'on aborde aussi peut-être d'autres de vos textes. Peut-être ma porte d'entrée, ça va être Le Monde sauvage, que vous semblez, auquel vous semblez être très attaché. Vous avez écrit un recueil de nouvelles qui s'appelle Nous sommes à la lisière, où il est largement question d'animaux. Il y a La fin des abeilles, bien sûr, où l'abeille n'est pas seulement un titre, c'est aussi un motif important du roman. Là, dans celui-là, il est peut-être un peu plus en toile de fond, mais vous évoquez aussi l'idée de cette fin du monde qui approche. Racontez-nous peut-être ce qui vous unit dans la littérature, dans votre littérature, à ce monde vivant, ce monde sauvage. Mais disons que depuis toujours, depuis l'enfance, on vivait en ville en fait. Mais en été, on allait à la campagne chez mes grands-parents, dans la ferme, avec une ferme, etc. Mes parents nous emmenaient en forêt de Rambouillet au Brame. Personne n'y allait à l'époque. Enfin, maintenant, tout le monde y va, il y a des files de voitures. Et puis surtout, je suis une citoyenne militante. On a lutté pendant 40 ans contre un projet d'autoroute qu'on a réussi à arrêter pour le moment. C'est un peu Notre-Dame des Landes à nous. Et quand j'ai eu le concours de la nouvelle pour Nous sommes à la lisière, j'ai dit au jury qui m'avait si bien accueilli, j'ai dit aujourd'hui est un grand jour parce que dans le train pour vous rejoindre, tous les journaux titraient Le Monde, le soir La Libre Belgique, sur l'effondrement de la biodiversité. Et moi, c'est quelque chose que je vois venir depuis 10 ans. La disparition des oiseaux, etc. Surtout qu'en Belgique, on a un territoire très peuplé. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a beaucoup de mouvements écologistes et qu'on voit qu'il y a une perte considérable, encore plus qu'ici, je pense. Et donc, ça me traverse. Et quand j'ai écrit Le Bel Obscur, je l'ai commencé en 2021, l'année des grandes inondations en Belgique, où il y a eu 39 morts. J'ai travaillé avec ces gens et une photographe. J'ai recueilli leurs paroles, leurs mots. On a fait un livre, une exposition, une soirée au Théâtre National, etc. Et une pièce aussi. Et donc, ça veut dire que quand j'écris un livre, je suis poreuse et tout me traverse. Alors, inévitablement, ce thème de l'eau, il est très présent, non pas seulement parce que Edmond avait sauvé 2 jeunes gens, mais parce que l'année où j'ai commencé ce livre, l'été, j'écris toujours pour des livres aussi importants en été, eh bien, ça a été des inondations terrifiantes. On a vu un paysage de guerre dévasté. Ça a duré 2-3 ans. C'est à peine encore reconstruit pour le moment. Et donc, ça m'a traversé, évidemment, et c'est venu dans le livre, en fait. Donc, ça me traverse. Et aussi, je ne peux pas m'empêcher, dans un passage qui, je crois, est assez drôle, c'est l'élection de Mr. Bear. Donc, Nikolai, en majesté, qui arrive en outsider dans un concours LGBT où il y a un candidat flamand, un candidat francophone, et lui débarque de sa Bulgarie, fait son coming out, et blanc, personne ne le connaît, et rafle toutes les voix. Mais je ne peux pas m'empêcher quand je donne la date, eh ben c'est le moment où, comment il s'appelle, c'est dans mon livre, c'est un Américain, grand avocat, spécialisé dans la cause LGBT et spécialisé dans l'environnement, se brûle, s'immole par le feu dans un parc que je crois que je ne sais plus si c'était à New York ou à Boston, en disant voilà ce que nous sommes en train de faire au monde. Et on a très peu parlé de lui. David Buckle. On a peu parlé de lui. Eh bien, ça date aussi c'était avant le Covid, en fait. Ou en 2019 ou 2020. Et ça m'a bouleversé. Et donc, en revenant vers ces années-là, automatiquement, ça me vient. C'est pas prémédité et je fais pas passer de message, mais je suis traversé par ça. Et je dis, le jour où Nicolas est devenu Mr. Bear, David Buckle s'est immolé par le feu en disant que
voilà ce qu'on faisait à la planète. Donc ça traverse en fait. C'est un motif traversant dans tous mes livres. Alors, on l'a peu abordé, cette question de l'écriture vraiment pure et dure, si j'ose dire. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer un petit peu comment vous travaillez? Donc là, vous avez tissé, j'ai l'impression que c'est un petit peu des couches successives que vous avez assemblées, que vous avez tissées ensemble. Comment est-ce que ce travail-là de l'écriture intervient vraiment chez vous? Comment est-ce que vous le percevez? Est-ce que vous suivez un plan? Est-ce que c'est quelque chose qui vous dépasse aussi parfois peut-être? Alors je suis pas de plan, c'est une logique de rêve, je pars. Donc là c'était le premier chapitre que je vous ai lu, est venu le premier. Puis après je suis venu sur les alchimistes grecs. Alors j'avance en tâtonnant. Et puis au bout d'un moment, et alors je tire des fils. Ça veut dire le Budleia, il va se retrouver plus loin, l'eau aussi. Et je ne sais pas quand ça va revenir, mais il y a des motifs traversants qui vont accompagner tout le livre. Et à un moment donné, je dois me poser, mettons, je crois que c'était au chapitre, j'étais arrivé presque à une trentaine de chapitres, et je me dis, mais j'en peux plus, là ça part dans tous les sens, ça va ressembler à rien. Et donc j'ai commencé à faire la liste de tous les chapitres et de voir ce qui manquait, ce qui me restait à raconter. Mais alors il fallait aussi faire des liens entre les chapitres et entre les motifs, parce qu'il y a des motifs très hétérogènes, comme dans le creuset des alchimiques. Il y a de la documentation, il y a comme je dis, des enquêtes vagabondes vers les graphologues, etc. Et il y a des documents, il y a du vécu, il y a des arbres, il y a... Donc il a fallu... Le travail de montage, pour moi, est un travail littéraire. D'ailleurs, on a un prix Nobel qui est Alexievitch, Svetlana Alexievitch. Je sais quand elle a eu le prix Nobel, il y a eu des gens pour dire comment est-ce qu'on peut lui donner le prix Nobel. C'est une journaliste, son travail, c'est un montage d'entretien. Non, c'est un grand travail, un immense travail littéraire. Et le montage, moi j'ai une nostalgie, j'aurais voulu être monteuse radio ou monteuse film. Le travail de montage, c'est aussi un travail littéraire. Et donc il y a un grand travail de montage, de liaison, de tissage, qui m'a pris du temps, avec plusieurs versions, 2 fins, et puis j'ai déplacé pour faire une fin, j'ai déplacé la double fin ailleurs, etc. Donc, et puis après, les choses tombent d'elles-mêmes. Quand on travaille beaucoup, tout à coup, ça se place, ça se met, et on sait que c'est fini. Et puis une discipline. Parce qu'avec la vie que je mène, je suis un auteur très éclectique, très demandé pour des travaux de commande, théâtre, radio, musée, etc., avec quoi j'ai gagné ma vie. Parce que c'est difficile de gagner sa vie avec les droits d'auteur. Sur un livre de 20 €, on gagne 2 € avant impôt. Il faut le dire quand même, c'est vrai. Bon, et donc je suis très prise toute l'année avec des choses passionnantes, mais je me mets à des choses comme ça en été. Et je m'y tiens avec discipline, je ne quitte pas la Belgique, je travaille, je me couche tôt, je me balade, tout ça. Personne ne m'ennuie. Et donc c'est ça la discipline. Le reste de l'année, je me garde les matinées, mais ça peut être pour un poème, pour une nouvelle, pour un texte de catalogue, pour adapter j'ai co-adapté Hamlet de Shakespeare avec un metteur en scène, co-retraduit et co-adapté. Donc tout ça, c'est des choses que je fais le matin. Le matin, c'est plutôt sacré. Mais pour recommencer un livre dont j'ai pas la première ligne, ce sera cet été. Voilà. Il faut qu'une porte se ferme et puis pour qu'une autre s'ouvre. Vous parlez aussi volontiers de littérature, donc vous évoquez beaucoup d'auteurs, beaucoup d'autrices. Il est question de George Orwell, il est question d'Hermann Hesse. À un moment donné, j'ai pensé aussi à une nouvelle dont Nous sommes à la lisière, une très belle nouvelle où vous évoquez la lecture de Ulysse de James Joyce. Ouais. Et moi, alors les collègues qui m'écoutent vont sûrement se moquer de moi et me trouver obsessionnel, mais on a parlé du monde sauvage, on a parlé des frontières, on a parlé de l'ésotérisme. Vous êtes lectrice d'Olga Tokarczuk ou pas du tout? Ah oui, évidemment. D'accord. Okay. Je peux même dire que Olga Tokarczuk a débarqué à Bruxelles, dans la Maison des littératures Passaporta, avant d'arriver en France, il y a des années. Et David Van Reybrouck, très grand auteur flamand, qui est un ami, m'a dit « Tu verras, Caroline, un jour, elle aura le prix Nobel ». Ce qui était stupéfiant. C'était quand, ça? Elle est quand même née en 67. Oh, ça devait être vers 2015 ou 2014. Enfin, elle commençait à être traduite en français. Donc, voilà. Je l'aime beaucoup, surtout dans
ce livre qui a un titre un peu compliqué dans la traduction française, Dieu, les anges, le temps, etc. Bon, c'est un titre à rallonge et j'aime beaucoup ce titre parce qu'elle place sur le même plan les végétaux, les animaux, les humains, les objets, même un moulin à café. Donc il y a une espèce de ce que j'appelle un animisme que j'ai depuis mon enfance, puisque je voulais pas. Comment croire en Dieu quand on vous dit que les animaux n'iront pas au ciel? Donc très jeune, j'étais déjà dans l'animisme et dans la passion des objets. Je suis une chineuse aussi compulsive, mais la présence des objets. Et donc Olga Tokarczuk, dans ce très beau livre, tout parle. Les objets parlent, les plantes parlent, les champignons, les hommes, les femmes, les enfants, de toutes conditions, etc. Et ça m'a fasciné. Je me suis dit, voilà, je me sens un peu plutôt de cette génération-là. Je me rends compte que mes coups de cœur aujourd'hui, c'est tout. Et je n'ai aucun mal à citer des autrices. M'estime à demander de citer 10 auteurs. Je me suis dit, je vais quand même mettre 2 hommes. Mais tout ce qui me vient, c'est Alexievitch et Tokarczuk, c'est Florence Sévos, avec son magnifique Le garçon incassable, entre autres, et puis le prix qui a eu le prix France Inter. Enfin, il y en a plein. Il y a cette nouvelliste irlandaise formidable qui a écrit Antarctica et Les Trois Lumières. Claire Keegan. Oui, Claire Keegan. Là aussi, si j'étais irlandaise ou japonaise, moi je suis une autrice de nouvelles. J'aurais voulu faire que ça. Non, ici on m'a dit pas de nouvelles, ça se vend pas. Mais voilà, j'ai quand même osé donner un recueil de nouvelles et j'ai eu le concours de la nouvelle. Donc ça me fait très plaisir. Mais j'ai aucun mal à citer des femmes, mais c'est en général des femmes qui sont nées dans les années 10 ans après moi. C'est très net. Et donc c'est comme quelque part, si je me suis sentie longtemps très seule, un peu dans un monde d'hommes à ma génération, mais c'est comme tout à coup je trouvais des compagnes et que moi j'avais anticipé dans ma propre œuvre, mais de manière plus cachée, et que là je me réjouis de voir ce dont elles parlent, comment elles écrivent, et certaines en Belgique d'ailleurs qui m'ont écrit, c'était toutes des femmes des écrivaines de cette génération-là. Oui. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques dans le public? Moi, je suis très fier que Caroline Lamarche soit enfin connue, lue en France, parce qu'elle écrit depuis pas mal de temps quand même. Et puis, je fais partie des auteurs, des écrivains qui pensent, qui réfléchissent, qui posent un regard très aigu sur nos sociétés. C'est un livre important qu'elle a écrit, Caroline, un livre libérateur aussi. Hein, je pense qu'en l'écoutant, on s'en rend compte. Ce que je voudrais dire aussi, surtout, c'est que Caroline, avant toute chose, c'est un abîme, c'est une abysse aussi, mais c'est quelqu'un qui a qui a un potentiel énorme, bien évidemment. Et je voudrais lui poser une question. Pourtant, on se connaît depuis pas mal de temps, Caroline. On se connaît depuis Balma. Depuis Balma. Ça doit faire au moins 20 ans. Oui, il y a 20 ans. Et puis on ne s'est pas revu en vrai. Non. et on a beaucoup échangé par courriel. On s'est très peu parlé, mais avec une grande intensité, une grande profondeur. Donc je suis très très heureux que la librairie Ombre Blanche t'ait invité. Je crois qu'on va pouvoir se tutoyer aujourd'hui. Et moi j'ai une question à te poser. Je pense que je te l'ai posée aussi la première fois que je t'ai écrit. Est-ce que la femme qui vit est aussi la femme qui écrit? Est-ce que c'est une question vraiment importante? Oui. Je vais répondre autrement. J'ai fait le discours d'ouverture de la foire du livre à Bruxelles et ensuite il y avait une question qui était posée par l'animatrice qui disait, le thème c'était défier le futur. On m'a dit quel est votre défi pour le futur en tant qu'écrivaine? Et j'ai dit pourquoi vous ne me demandez pas quel est mon défi en tant que femme? Moi, je suis d'abord une femme, une citoyenne et puis je suis une autrice aussi. Mais je ne suis pas uniquement autrice. Et mon éclectisme dit ça. C'est quelque part, je ne vais pas citer de nom,
Mais je ne suis pas de ces auteurs qui, quand ils ont fini un livre, se remettent un autre livre. Systématiquement, ne font que ça. Quand je suis arrivée chez Minuit avec mon premier livre, je me suis entendu dire « Ne faites rien d'autre. Ne faites qu'écrire. Regardez Jean-Philippe Toussaint, il va 6 mois par an, il s'isole 6 mois par an. » Et moi, j'avais mon mari qui travaillait à 800 km en Auvergne, et j'avais 2 enfants en bas âge, dont une avec une maladie chronique grave. Et voilà, ça veut dire que je peux dire aussi, contrairement à d'autres, que j'ai commencé à écrire en devenant mère, en ayant cette espèce d'épée de Damoclès. On me disait, votre enfant va mourir avant vous, etc. Donc, c'est pas vrai qu'il faut ne faire que ça. Je trouve au contraire qu'il faut tout vivre. On est sur Terre pour tout vivre. On n'est pas sur Terre pour devenir écrivain et pour écrire des livres. Hein. C'est pas vrai. D'ailleurs, moi, j'ai publié mon premier livre à 40 ans. J'ai eu une vie avant. J'aurai peut-être une vie après. Je sais pas. Outre-tombe, certainement pas. Je me fais aucune illusion. Mais est-ce que les livres subsistent à leur auteur ? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas une question. C'est une question que posent souvent les lycéens. Je suis resté lycéen. Voilà. Et pour moi, c'est pas important. Et je crois que c'est pas important pour Annie Ernaux. Et pourtant, je suis pas au même endroit qu'elle. Et même Annie Ernaux, elle récuse le terme d'autofiction, en fait. Et moi, je suis même pas au même endroit qu'elle. Jamais je puise dans des journaux. Je ne tiens pas un journal pour écrire. Jamais, jamais, jamais. Je n'écoute pas une conversation pour écrire. D'ailleurs, quand on s'est rencontrés, et c'est assez fréquent dans ma vie depuis mon adolescence, j'ai rien dit, et tout à coup, tu m'as raconté toute ta vie. Et je suis habituée à ça. C'est comme si j'avais une présence en creux. Et alors, les histoires des gens me viennent, et parfois, je les oublie. Ça me traverse. Et puis, mais en même temps, c'est mon être de femme aussi. C'est comme ça que je suis, en fait. Voilà, puisque quand on était enfant, les enfants ne pouvaient pas vraiment parler, ni s'exprimer, ils devaient écouter. C'est important, parce qu'il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre. C'est-à-dire quand on est comme ça, quand on met son cerveau et ses tripes sur la table, c'est ce que tu as écrit. C'est ce que tu m'avais écrit. Voilà, ça permet aussi peut-être de gagner en liberté. Parce qu'il n'y a plus de masque. Oui, en fait, je pense que moi, si je prenais un masque, ça me détruirait. Je me souviens au début, quand je débutais, il y a une lectrice qui m'a dit « Vous n'êtes pas comme les autres écrivains ». Et j'étais un peu vexée. Je dis « Comment ça, je ne suis pas comme les autres écrivains ?» Non, elle m'a dit « Vous êtes normal ». Eh bien, c'est un très beau compliment, mais vraiment. Et je me dis souvent, si un jour on ne veut plus de mes livres, ma vie, elle ne sera pas terminée. J'aime tellement la littérature. Voilà, je suis plus une lectrice. Au départ, je suis une lectrice. Moi, mon Graal, mon Dieu, mon monde après la mort, c'est la littérature. La littérature, il faudrait vivre des milliers d'années pour tout explorer. Et chaque semaine, il y a des nouveaux livres, et chaque année, il y a des perles et des choses précieuses, les libraires le savent. Eh bien, moi, c'est ça. Moi, je suis un peu... c'est comme... Je dis, je préfère être un tout petit poisson dans le fleuve de Kafka. Enfin, je dis Kafka parce qu'à l'époque où je me suis fait cette réflexion, je lisais tout le temps Kafka. Que d'être un gros poisson dans... Alors, je ne vais pas citer de nom, dans la rivière d'un tel ou d'un tel. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'on est dans la littérature, et je pense que Joël, tu l'es aussi, et c'est ça qui nous tient. Et avec ça, qu'un livre soit mal accepté, peu vendu, ou même refusé par un éditeur, Bulgakov, il a écrit « Le Maître et Marguerite » qui n'a jamais été publié de son vivant, et il est mort de chagrin et d'avoir été persécuté par le régime communiste. Nous, on a quand même beaucoup de chance. Nos livres sont lus, et on a même parfois la chance de truster des prix de manière inattendue. S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Caroline. Raphaël. Je vous en prie. Merci à tout le monde. Le roman de Caroline Lamarche, Le Bel Obscur, est édité au Seuil. Vous avez pu écouter à l'instant La Romancière lors d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche, enregistrée mercredi 22 avril 2026 et réalisée et mise en onde par Radio Radio en collaboration avec Radio Radio Plus et Radio Terre.